99.5 Montréal. On est jeudi et c'est l'heure du rendez-vous habituel du mercredi. Eh bien oui, hier, c'était mercredi et on n'a pas eu notre rendez-vous hebdomadaire avec Philippe Labrec. Alors, il est avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Labrec. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, on parle encore de cette guerre commerciale. On parle de l'aspect caché de cette guerre commerciale avec l'administration Trump. Oui, tout à fait. Je dis l'aspect caché parce qu'on en parle peu, principalement parce qu'on parle des tarifs, là, ça domine les manchettes, et on parle de relations avec la Chine, et on a fait quelques chroniques là, sur l'aspect et les aspects au pluriel géopolitique de la chose. Oui. Mais quand on parle de réindustrialisation, on parle de production, en gros, production manufacturière, bien sûr, mais on parle du travail, donc des ouvriers qui vont à l'usine, qui travaillent et qui produisent quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut, j'ai envie de dire, toucher avec nos mains. Et tout ça, ça peut sembler anodin, ça peut sembler même évident. Donc, pourquoi le mentionner? C'est parce que, principalement, depuis au moins, on va dire 30 ans, là, depuis la fin de la guerre froide, là, c'est la période, à mon avis, qu'on traverse encore, période historique, c'est qu'il y a eu une financiarisation de l'économie qui s'est effectuée en parallèle de la mondialisation comme on la connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Et la financiarisation, là, pour le commun des mortels, c'est sûr que ça peut être un mot qui fait peur, dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire exactement, là, mais la façon simple de l'expliquer, quand du moins je tente de l'expliquer aux gens autour de moi, c'est l'idée de faire de l'argent avec de l'argent, donc pas du travail, si je peux dire. J'imagine que l'exemple le plus simple, ça serait acheter des actions et les revendre à un prix supérieur. Donc, on a fait de l'argent simplement avec un achat et on a revendu ces actions-là à un prix plus élevé. Mais un exemple qui va, j'imagine, toucher l'imaginaire des gens, c'est les maisons, l'immobilier. Ouais. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui achète une maison sans se dire, et du moins espérer que entre guillemets, la valeur, mais surtout le prix va augmenter. Et donc, ce qui est un achat, j'ai envie de dire, très concret, bien sûr, une maison, on a besoin d'une maison ou d'un appartement, du moins pour y vivre, la valeur est toujours la même. C'est 4 murs et un toit qui nous protègent des éléments extérieurs, qui protègent notre famille, même au point de vue sécuritaire. Mais son prix peut fluctuer énormément. Et qu'est-ce qui fait que le prix fluctue? Et la différence avec la valeur, c'est que le prix fluctue, la valeur, dans ce cas-ci, fluctue relativement peu pour une maison, à moins qu'un mur s'écroule. C'est les marchés financiers et la financiarisation de l'économie, donc la multiplication des produits financiers. On rappellera que la crise financière de 2008 avait été causée principalement par l'hyperfinanciarisation du marché immobilier américain et qui s'était répandue par différents produits financiers dans toutes les banques et tous les grands fonds d'investissement du monde entier sans trop savoir ce qu'ils détenaient comme actifs financiers. Ce qui fait qu'une crise de l'immobilier aux États-Unis est devenue une crise financière mondiale de par la financiarisation, donc la multiplication des produits financiers, qui c'est même les épargnants, là, l'investisseur moyen, qui ont finalement été contaminés, là, si je peux dire, par la crise au sein même du marché immobilier américain en premier lieu. Donc la financiarisation, c'est un peu ça, là, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Donc, on met le capital au-dessus, sur une liste de priorités, si on peut dire hiérarchiquement, au-dessus du travail et de la production. Et pour comprendre la désindustrialisation de l'Occident au cours des 30 dernières années, je pense qu'il faut aussi comprendre la financiarisation. C'est que l'économie entière a été financiarisée et maintenant, on en est venu à se dire qu'on n'a plus besoin de produire quoi que ce soit de tangible, que ce soit une voiture, que ce soit des jouets, que ce soit des ustensiles ou des ordinateurs, même des produits électroniques. On peut simplement faire de l'argent en effectuant ce qu'on appelle de l'ingénierie financière, en faisant des placements à gauche et à droite dans des produits financiers qui sont de plus en plus complexes et qui se sont multipliés. Et donc, tout ça s'est fait un peu sur le dos de la production et donc du travail, parce que le travail n'est pas tellement associé à la financiarisation, là. Oui. Donc, c'est comme si, j'aime ça, je trouve ça intéressant, vous poser la distinction entre la création de richesse en créant des nouveaux biens et en vendant ces nouveaux biens, un peu ce que fait la Chine depuis des dizaines d'années, et la création d'argent par la spéculation, finalement, quand notre maison prend de la valeur ou quand nos actions prennent de la valeur. Ben oui, il y a une valeur spéculative qui s'est créée, qui se transforme en argent, mais finalement, on n'a pas produit, on n'a pas vendu de biens, là. C'est une distinction fondamentale, finalement, que vous posez là. Vous avez bien dit spéculation, et je pense que c'est le bon terme. La financiarisation de l'économie nous a tous transformés, qu'on le veuille ou non, en spéculateurs. Dans le sens où on contribue tous à un fonds de pension d'une façon ou d'une autre.
la plupart plusieurs personnes ont acheté une maison. On contribue tous à un produit financier ou à un autre, soit on a emprunté de l'argent, même de la banque, pour des raisons X, Y, Z. Tout ça est bien sûr une sorte de spéculation dans le sens où on s'attend à ce que le prix de l'actif dans lequel on a investi, que ce soit directement ou indirectement, soit par un fonds de pension, soit directement vous-même, vous investissez à la bourse, et si vous achetez une maison, indirectement, on espère tous que le prix monte sans vraiment comprendre ce qu'est la valeur de ces choses-là. Je pense que j'ai envie de dire la folie, c'est pas une folie, mais la manie qui entourait les marchés boursiers, principalement Wall Street ces dernières années, et on peut penser à Bitcoin, par exemple, les crypto-monnaies. Le Bitcoin, je suis plutôt en faveur, mais il y a quand même eu une manie, une espèce de bulle autour de ça, là, même si le prix est encore relativement très élevé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup une espèce de folie, une manie où ce que les gens sont entrés là-dedans, ont mis leur argent simplement parce que le prix montait, sans vraiment comprendre la valeur profonde, la valeur réelle de ces choses-là. C'est la distinction entre l'économie réelle, donc comme l'avait dit, les biens et les produits qui font que notre vie de tous les jours s'améliore, si je peux dire, dans le sens où l'équipement électronique, par exemple, s'améliore d'année en année. Vos voitures, aujourd'hui, vont coûter, on va dire 50 ou 100 000 $, peu importe, mais comparez-les à les voitures de 30 ou 40 ans, c'est largement supérieur. Donc, on en a toujours plus pour notre argent. Les moyens de communication de nos jours, ça coûte pas très cher, somme toute, et on a accès à peu près à toute l'information qu'il y a dans le monde, ou presque, là, comparativement. Je me rappelle très bien quand j'étais petit, on payait pour des interurbains appelés de Montréal à Québec. Ça se fait plus, ça a complètement disparu. Donc, il y a eu une amélioration tangible des biens dans notre vie quotidienne. Mais ceci dit, ça, c'est l'économie réelle, l'économie financière. C'est beaucoup de spéculation. C'est beaucoup on prend pour acquis que le prix va monter. Et après, est-ce que les investissements, entre guillemets, qui ont été faits dans cette spéculation vont vraiment mener à la production de biens tangibles? Parfois, oui. Les marchés boursiers, en théorie, sont là pour financer des entreprises pour que celles-ci ensuite produisent quelque chose de tangible pour la société. Des voitures, par exemple. Si vous auriez investi dans Ford dans les années 20-30, admettons, ça aurait été un bon investissement. Et en plus, la société, globalement, en a profité dans le sens où, pour la première fois, on a été capable de produire en masse des voitures, ce qui fait que monsieur, madame, tout le monde a pu s'en payer. Quand, au début, l'industrie automobile, c'était un luxe, là, s'acheter une voiture automobile. Là, c'est que les riches qui faisaient se payer. Aujourd'hui, presque tout le monde peut se payer une voiture s'ils le veulent. Ça, c'est clairement une avancée, si je peux dire, au point de vue du consommateur. Et donc, si vous aviez financé par l'entremise de la bourse à l'époque, Ford, tout le monde gagne, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est plus exactement ça. Là. On voit qu'il y a énormément de spéculation et que les investisseurs individuels et institutionnels de plus en plus investissent dans des produits financiers, notamment des entreprises par l'entremise de la bourse, mais pas que. Simplement parce qu'on se dit que le prix va monter pour différentes raisons, que ce soit des taux d'intérêt à presque zéro très, très longtemps, des fois des décennies. Il faut se rappeler que depuis la crise de 2008, les taux d'intérêt réels ont été à peu près de zéro. Ce qui veut dire que c'est presque gratuit d'emprunter de l'argent et l'investir par la suite, ce qui a rajouté une montagne de capitaux dans les marchés boursiers, ce qui a fait monter les prix sans que tout ça mène nécessairement à plus de production. Donc, je pense que le mot spéculation est utile et la distinction de l'économie réelle et l'économie financière est aussi importante à garder à l'esprit, là, je crois. Et est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à la fin de cette ère de financiarisation? Je ne sais pas si c'est la fin. Ceci dit, en réindustrialisant l'Occident, et si vraiment ça se fait, là, ça reste à voir, mais si l'administration Trump et les autres pays occidentaux qui semblent, dans les derniers jours, là, je me fie vraiment des grands titres et quelques articles, peut-être s'aligner sur la même politique de réindustrialisation, ce qu'on appelle aussi en anglais le onshoring, là, ramener, rapatrier la production manufacturière. Tout ça se fait à l'encontre de la financiarisation parce que soudainement, on met l'emphase sur la production et de la production met l'emphase sur le travail, donc les ouvriers. Ouais. Et il y a une grande différence entre investir 1 million sur la bourse de New York ou à la bourse de New York, investir $1 million dans une usine. On l'a vu avec Nordvolt, là, c'est un débat connexe, mais un autre débat quand même, mais on voulait ici construire quelque chose d'immense et donc un produit tangible par la suite, des batteries électriques. Après, il y a eu des erreurs à gauche, à droite, on s'entend. Ceci dit, cet investissement était probablement beaucoup plus risqué pour quelqu'un qui voulait mettre, dans ce cas-ci, des centaines de millions de dollars, que mettre des centaines de millions de dollars à la bourse dans des produits financiers dont on peut se débarrasser presque à la minute près. Là. Bien sûr, quand on commence à parler de plusieurs milliards de dollars investis, on ne peut pas tout vendre d'un coup. Là, c'est pas si facile, mais l'horizon, en ce qui a trait au retour sur votre investissement,
qu'on investit, par exemple, dans la production de biens tangibles, donc une usine de batteries électriques dans le cas de Northvolt au Québec, qui va demander des capitaux absolument incroyables, des centaines de millions, on l'a vu, voire on a dépassé le milliard facilement dans Northvolt. Ouais. Et en plus, on ne peut pas s'attendre à réaliser un profit, d'être rentable 24 heures après. Et donc vendre pour ensuite profiter ou réaliser un profit et donc gagner de l'argent. Il faut penser à dans 5, 10, 20 ans et dire que l'investissement aujourd'hui va être rentable dans 10, 15 ou 20 ans. Et aussi, en même temps, la société va en profiter, dans le sens qu'on va soudainement avoir des batteries électriques abordables qui va bien sûr réduire l'émission de carbone dans l'atmosphère, des choses comme ça. Et ça va à l'encontre de la financiarisation parce que si vous avez le choix d'investir $1 million à la bourse avec relativement peu de risques parce que vous pouvez tout revendre très rapidement, pourquoi le mettre dans une usine? Ben oui. C'est ça. Là. Et donc, si on met l'emphase sur la production, ça va. Et je crois d'ailleurs, là, les chances ou les probabilités augmentent que les gouvernements, et je crois que l'administration Trump en premier, les gouvernements occidentaux vont commencer à forcer un peu la main au secteur privé dans leurs investissements. Ils vont commencer à leur dire, investissez pas non seulement dans une usine au Vietnam, investissez-la ici et investissez pas dans des projets, disons, financiers, dans le sens, au lieu de mettre votre argent dans un hedge fund, comme on dit, là, un fonds d'investissement alternatif, je crois en français, je ne me rappelle plus exactement du terme. Mettez-le dans une ligne de production ou dans une entreprise qui va favoriser l'amélioration de la logistique au sein des États-Unis, au sein du Canada, par exemple. Donc, quelque chose de tangible. Je crois que les différents gouvernements vont commencer à instaurer des incitatifs vers ce genre d'investissement. Donc, dans la production, ce qui va favoriser, à mon avis, le travail, donc ce qui va favoriser la classe ouvrière et la classe moyenne aussi, bien sûr. Et tout ça va soit à l'encontre va se faire en parallèle à une financiarisation qui va continuer, mais je crois que somme toute, c'est assez positif. On comprend cette volonté de réindustrialisation qui a émergé même avant même l'arrivée de Donald Trump. On voit des pays comme la France notamment qui se désolent depuis longtemps de cette désindustrialisation qu'elle a vécue, et on comprend l'idée de vouloir rapatrier les activités de production pour s'accaparer, reprendre le contrôle de ces chaînes d'approvisionnement là, dont on a perdu le contrôle et que ça nous a éclaté en plein visage durant la crise sanitaire notamment. Mais il reste que rapatrier des activités de production en Occident, ça se fait pas au même coût que garder les activités de production dans les pays d'Asie. Les coûts sont faramineux ici, les salaires sont différents. Ça pose pas là un énorme défi? Ah, tout à fait. La question est inévitable. Je crois cependant que la différence de salaire s'est amincie au fil des années, de un. Dans le sens que le coût de la production s'est rapproché. Le coût de la production, si on compare la production en Occident, on va dire au Canada et en Chine, par exemple, s'est rétréci. Il va continuer à se rétrécir. L'ouvrier moyen chinois gagne de plus en plus d'argent. Un salaire qui monte, en fait. Les Chinois deviennent des citoyens de classe moyenne comme les Occidentaux, là, en gros. Donc, le coût de production reste quand même plus faible en Asie, notamment en Chine. Mais on a déjà vu là, qu'il y a des entreprises qui quittaient la Chine, si on peut dire, pour leur production, surtout des productions de biens qui n'ont pas de valeur ajoutée ou j'ai envie de dire de basse qualité, là, c'est pas exactement le mot, là, mais qui ne sont pas particulièrement complexes. Donc, notamment les vêtements, par exemple, ou des meubles qui vont se faire au Vietnam maintenant, au lieu de se faire en Chine. Taïwan, on s'en rappelle, à l'époque, faisait des vêtements bas de gamme, si je peux dire, et maintenant, ils font des microchips, des semi-conducteurs, pardon, de très haute qualité. Ils sont d'ailleurs les meneurs dans le monde. Mais il n'y a plus personne qui fait des t-shirts à Taïwan, disons-le comme ça. Oui. Tout ça pour dire que les Taïwanais sont devenus relativement riches. Donc, une classe moyenne maintenant qui gagne de très bons salaires à Taïwan, éduqués et tout. Et le même principe ou la même logique prend place en Chine en ce moment. Donc, j'ai envie de dire qu'en premier lieu, la différence de coût s'amincit, même si ça reste moins cher, quand même, globalement, de faire produire et de fabriquer les choses en Asie. Cependant, on revient à la logique d'intérêts nationaux et de sécurité nationale. De plus en plus, on va commencer à dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire ailleurs. Rappelez-vous, pendant la pandémie, on a réalisé qu'on était incapable, ou presque, j'exagère, mais de fabriquer des médicaments ici au Canada. Et donc, on était pris à attendre que la Chine veuille bien nous les envoyer si ça leur tentait un jour, quand ils auront fini de toutes les utiliser, en gros. Et on s'est retrouvé un peu mal pris. Donc, ça, c'est un exemple que tout le monde a vécu. Mais si je vous dirais, par exemple, que toute
l'industrie de la défense canadienne est entièrement dépendante des microprocesseurs faits à Taïwan et que la Chine devait prendre Taïwan et du jour au lendemain, on n'aurait plus de quoi faire tourner, si je peux dire, tout notre appareil de sécurité informatique. Ça serait une menace et c'est une menace à la sécurité nationale incroyable. Donc, ce qui arrive, c'est que l'impératif du profit à tout coût commence à devenir secondaire, comme je l'ai dit, à la sécurité nationale et à l'idée qu'on doit être capable de produire ces choses-là, de les fabriquer en sol canadien ou en sol américain, dépendamment où vous vous trouvez. Et c'est pas si simple. Le coût est une des questions, mais c'est pas la dernière question, dans le sens où ce qui fait que la Chine aujourd'hui est aussi efficace à exporter et à produire, à fabriquer, c'est pas juste les salaires supposément plus bas, inférieurs des travailleurs chinois, c'est aussi qu'ils ont développé une infrastructure et une logistique, j'ai envie de dire impeccable ou presque. Ils sont capables de faire des choses qui, même si on voudrait commencer à les faire demain matin ici au Canada, on n'aurait pas les moyens. On a été déclassés. Là. C'est pas juste une question de salaire. Et rapatrier la production, le secteur manufacturier, du moins en partie, les opérations du secteur manufacturier en notre sol va nous permettre de redévelopper cette façon de faire, ce savoir, cette expertise au secteur manufacturier qui n'est pas juste une question de profit à tout coup. Là. Et ça, encore une fois, ça, j'ai envie de dire, ça défait un peu la financiarisation qui, elle, au final, ne regarde ce qu'on appelle en anglais le bottom line, donc est-ce qu'on a fait des profits ou pas. Donc, je pense qu'il faut comprendre ça quand on compare les coûts de production en Asie. Ici, c'est plus juste une question de coût, donc c'est plus juste une question de profit. C'est une question de savoir est-ce qu'on peut, si jamais les choses deviennent particulièrement graves, être relativement autonome ou suffisamment autonome. Un peu comme pendant la pandémie, quand on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de produire soit des masques d'ailleurs ou des médicaments par nous-mêmes. On va se poser la même question en ce qui a trait à la défense, l'industrie de la défense. On se la pose déjà depuis quelques années, mais là, on n'a plus le choix, disons, d'accélérer les choses. Et donc, je pense que la définanciarisation de l'économie, si on peut appeler ça comme ça, joue dans tout ça. Là. Oh, c'est très intéressant. On pourrait peut-être penser qu'il y aura des questions à se poser sur la rentabilité de tout ça. Est-ce que la production pourrait primer sur la rentabilité à court terme? Mais à court terme, la question se pose d'où vont venir les fonds, en fait. Parce que c'est sûr que si vous êtes un investisseur, c'est pas particulièrement attrayant d'investir dans un contexte où vous ne pouvez plus vraiment choisir le marché le plus abordable, point de vue main-d'œuvre, point de vue, et peut-être aussi qui n'est pas le plus efficace. Donc, c'est pour ça que je crois que les États vont entrer en jeu et commencer à forcer un peu les investisseurs d'une façon ou d'une autre en créant des incitatifs et des désincitatifs fiscaux principalement en premier lieu. Là, je ne pense pas que l'État va vous forcer à investir votre argent dans tel ou tel secteur. Là, on n'est pas rendu là, je ne pense pas qu'on va s'y rendre non plus. Mais il va y avoir des incitatifs fiscaux importants pour que, par exemple, vous investissiez dans une entreprise qui fait des obus, par exemple. On se rappellera pendant la guerre d'Ukraine qui est encore en lieu, même les États-Unis n'étaient plus capables de fournir suffisamment d'obus à l'armée ukrainienne. Il fallait la Corée du Sud qui, apparemment, avait emmagasiné plusieurs centaines de milliers, j'imagine, d'obus. Imaginez que même les États-Unis ne pouvaient pas fournir des obus suffisants, de façon suffisante pour nourrir l'armée ukrainienne. Même chose pour la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne combinés. Donc, ces pays-là se sont retrouvés, ont donné tout ce qu'il y avait, mais après, ils se sont retrouvés un peu désarmés et incapables de remplacer tout l'équipement militaire qui avait été donné à l'Ukraine par leurs propres moyens manufacturiers. Oui. Donc, je pense que on reste à voir quelle forme ça va prendre, mais les États vont être de plus en plus impliqués dans le secteur privé, si ce n'est que pour combler, j'ai envie de dire, ou remplir l'espace entre la profitabilité et la rentabilité d'investissement dans certains pays où les coûts d'exploitation sont plus bas qu'ici et ramener ces capacités de production ici, aux États-Unis, en France, au Canada, peu importe, à coûts plus élevés, mais pour servir certains secteurs stratégiques de notre économie. Je crois que l'État va jouer un peu l'entremetteur entre les deux, là, si je peux dire. Monsieur Philippe Labrec, je vous remercie beaucoup. On peut vous lire, je rappelle qu'on peut vous lire dans le magazine Les Affaires et que vous êtes aussi podcasteur. Où est-ce qu'on peut trouver votre podcast et comment il s'appelle? Oui, vous avez Idées en évolution, Idées au pluriel. Vous pouvez le trouver en ligne, hein, mais je vous conseillerais d'aller sur YouTube. Je publie presque chaque semaine différents entretiens avec différentes personnes sur différentes idées d'ailleurs. Là. Donc, Idées au pluriel, Idées en évolution.